Chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue en classe sur l'OATM dans votre cours d'histoire présenté par le professeur Issa Tangara du lycée Mama Traoré de Korofina Nord. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons vous présenter une séquence sur les conséquences sociales de la révolution économique du 19e siècle. Donc cette leçon, n'est-ce pas, donc concerne les élèves de la 11e année, toutes les filières de la 11e. Il s'agit de la SES, 11e sciences économiques et sociales, la 11e lettres et la 11e sciences. Bien, donc maintenant pour mener à bien ce cours, alors voici le plan du cours qui se présente comme suit. Bien, donc en premier lieu, on va donner une petite introduction sur cette séquence. En grand T, nous verrons la nouvelle division sociale, donc qui est n'est-ce pas, l'une des conséquences. Et dans ce chapitre, on va voir la bourgeoisie, le prolétariat. Donc on va voir aussi l'essor des villes et l'exode rural. Ok. Maintenant, le problème ouvrier, alors qui est aussi l'une des conséquences de la révolution économique, alors fera l'objet d'une nouvelle séquence. Ok. Donc ensuite, on va faire une petite conclusion et donner une évaluation à faire. Bien. Maintenant, chers élèves, vous savez que le 19e siècle fut le siècle de plusieurs progrès, surtout les progrès de la science, les progrès de la technique. Autrement dit, il y a eu les progrès scientifiques et techniques du 19e siècle. Donc, les 10 progrès scientifiques, alors, ont eu de nombreuses conséquences. Donc, l'économie, alors, a connu de profondes mutations. Il y a eu des conséquences économiques, surtout au niveau de l'agriculture, au niveau de l'outillage, etc. Il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de changements, beaucoup de transformations dans le domaine économique. Ok? Bien, donc, sur le plan, alors, social aussi, il y a eu de nombreuses conséquences. Et sur le plan politique, alors, il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de conséquences politiques, des progrès scientifiques et techniques. Donc, il y a eu l'évolution des mentalités. Donc, ici, dans ce cours, nous allons nous appesantir sur les conséquences sociales de cette grande révolution économique du 19e siècle. Ok. Maintenant, il y a eu de nombreuses conséquences sociales. Alors, parmi ces conséquences, nous avons la division de la société en 2 classes distinctes. Donc, il s'agit de la bourgeoisie, il s'agit du prolétariat. Donc, en même temps, il y a l'exode rural, nous avons l'essor des villes, nous avons aussi l'évolution des mentalités et enfin, nous avons les problèmes ouvriers. Comme je l'ai déjà annoncé, donc, les problèmes ouvriers constituent une nouvelle séquence juste après ce cours. Donc, nous verrons la lutte ouvrière. Et dans cette leçon, nous allons voir les conditions des ouvriers, alors, et les différentes luttes que les ouvriers, n'est-ce pas, ont menées pour avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Donc ici, on va voir la division de la société en 2 classes. Nous allons voir aussi l'essor des villes et l'exode rural. Bien. Maintenant, voyons d'abord la première conséquence sociale. Il s'agit là de la division de la société en 2 classes distinctes. Maintenant, quelles sont ces classes? Nous avons la bourgeoisie, nous avons le prolétariat. Donc, ce sont ces 2 classes-là, alors, qui ont émergé à la faveur, n'est-ce pas, de la révolution économique. Bien. Maintenant, qu'est-ce que la bourgeoisie? Donc, la bourgeoisie, alors c'est un terme qui provient du mot bourg. Donc, le bourg, n'est-ce pas, c'est une petite ville en zone rurale où se tient le marché. De façon, n'est-ce pas, originelle, c'est comme ça. Donc maintenant, alors par la suite, ce mot a eu plusieurs connotations. Maintenant, la bourgeoisie, alors c'est cette fois-ci la nouvelle classe sociale
qui détient les moyens de production et les richesses. Donc c'est une classe qui vit dans l'aisance, dans un confort matériel, qui dirige la société sur le plan politique, sur le plan économique. Alors c'est la classe des gens riches, la bourgeoisie. Ok? Bien, maintenant, puisque c'est un petit groupe de personnes qui s'accaparent, n'est-ce pas, de tous les pouvoirs, de tous les moyens, et ils vont aussi instaurer un pouvoir basé sur la richesse. Donc c'est un petit groupe de personnes riches, alors qui vont diriger, n'est-ce pas, la société, n'est-ce pas, donc selon, alors, ce qu'ils ont comme, ceux qui ont, n'est-ce pas, ils vont diriger la société sur la base, n'est-ce pas, de leur réalité, sur la base, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont compris, n'est-ce pas, comme politique sociale, comme politique économique, etc. Bien, donc c'est ce système basé sur la richesse-là qu'on appelle la plutocratie. Ok, voilà. Donc, la bourgeoisie comprend la grande bourgeoisie, nous avons la moyenne bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Bien. Donc, il faut savoir que, alors, un bourgeois, c'est celui qui a les richesses, les moyens, mais il a besoin de la force du travail d'une autre classe. Et cette classe-là, c'est la classe des prolétaires. Donc, ceux-ci, alors, vont vendre leur force du travail, alors pour survivre. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, en économie, dans la doctrine marxiste, alors, donc, un prolétaire, c'est celui qui n'a que sa force de travail, n'est-ce pas, pour survivre. Donc, il vend uniquement sa force de travail, n'est-ce pas, pour survivre. Donc, maintenant, les bourgeois, c'est eux qui détiennent les machines, c'est eux qui détiennent, n'est-ce pas, les terres cultivables, c'est eux qui détiennent, n'est-ce pas, les gros moyens, n'est-ce pas, et les grandes usines dans lesquelles les prolétaires sont utilisés, n'est-ce pas, appartiennent, n'est-ce pas, donc aux bourgeois. Donc, c'est les grands propriétaires. Ok? Bien. Donc, maintenant, ces bourgeois-là, alors, sont, n'est-ce pas, d'une diversité importante. Donc, les gens n'ont pas les mêmes revenus, les bourgeois n'ont pas les mêmes statuts, les mêmes revenus, et ne vivent pas de la même aisance. Bien. Maintenant, la grande bourgeoisie, alors, est composée des industriels, c'est-à-dire des grands propriétaires des industries, et des banquiers, des grands propriétaires des magasins, ok, c'est-à-dire les gros négociants. Bien. Maintenant, ces groupes-là, alors, forment une plutocratie, c'est-à-dire un système, n'est-ce pas, alors, qui a été instauré à la faveur, n'est-ce pas, de l'argent. C'est l'argent qui parle. Donc, c'est les gens qui détiennent toutes les fortunes entre leurs mains. Donc, c'est un groupe, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, qui détiennent les fortunes, n'est-ce pas, entre leurs mains. Ok? Et c'est l'argent, c'est la force de l'argent, n'est-ce pas, alors qui parle. Donc, nous avons aussi la moyenne bourgeoisie. Ok? Donc, la moyenne bourgeoisie regroupe les petits industriels. Oui, il y a les grands industriels. Maintenant, voilà, il y a aussi les petits industriels. Donc, nous avons aussi les grands commerçants. Nous avons les hommes de profession libérale. OK? Et quels sont ces hommes de profession libérale? Il y a d'abord des avocats, nous avons des médecins, nous avons des notaires, nous avons des enseignants. OK? Donc, etc. Donc, ce sont ces gens-là, alors qui exercent une profession libérale. Ils sont aussi des bourgeois. OK. Bien, maintenant, nous avons aussi la petite bourgeoisie. Et donc, maintenant, cette classe-là ferme la hiérarchie sociale à l'époque en Europe. Donc, maintenant, et quelles sont maintenant les catégories de personnes qui se retrouvent dans cette classe? Autrement dit, qui sont les petits bourgeois? Donc, nous avons les petits commerçants, les petits boutiquiers, les petits agriculteurs, ok? Maintenant, propriétaires. Parce que vous voyez la différence entre ces petits propriétaires, n'est-ce pas? Alors, et les prolétaires, c'est que les prolétaires n'ont pas de propriété. Ok? Bien, mais les petits agriculteurs
alors ils ont des propriétés qui les appartiennent. Donc ceux-ci là aussi font partie alors de la bourgeoisie, mais ils sont des petits bourgeois. Donc les employeurs des banques aussi, ok, donc les secrétaires et autres, donc les gens qui exercent les fonctions subalternes, ok, les plantons et autres, donc c'est aussi des bourgeois. Vous se comprenez? Donc maintenant, alors la bourgeoisie comprend 3, n'est-ce pas, sous-classes. Nous avons la grande bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie et nous avons la petite bourgeoisie qui ferme la hiérarchie sociale. Bien, maintenant, ça c'était la première classe. La deuxième classe, c'est le prolétariat. Donc, dans le mot prolétariat, il y a les prolétaires. Un prolétaire, c'est celui, n'est-ce pas, qui ne détient que sa force de travail pour survivre. C'est-à-dire qu'il vend sa force de travail alors aux bourgeois. Autrement dit, dans le sens large, alors un prolétaire, c'est un ouvrier. Ok? Bien. Donc, alors, c'est la classe des gens pauvres. Donc, si la grande bourgeoisie, c'est la classe des gens riches, ici, le prolétariat, c'est la classe des gens pauvres, ok, qui ne disposent que de leur force de travail pour survivre. Donc, ils vivent, n'est-ce pas, dans des conditions très difficiles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, alors, leurs ressources proviennent uniquement du travail manuel salarié. C'est ça qui les différencie. Maintenant, les bourgeois ont la richesse, ils ont les moyens de production, ils ont les richesses. Maintenant, c'est les prolétaires qui vendent maintenant leur force de travail manuel et c'est ce travail manuel-là qui va être rémunéré par les bourgeois. Ok? Donc maintenant, alors les prolétaires, c'est des gens pauvres, c'est des gens alors dont les ressources ne proviennent uniquement que leur force de travail, alors salariés. Ok? Maintenant, qui sont alors les prolétaires? Essentiellement, c'est des gens venus, n'est-ce pas, chercher de la fortune dans les villes. Il s'agit des ruraux, des gens vivant, n'est-ce pas, dans les campagnes. Est-ce que vous comprenez? Puisque, alors, ils vont venir travailler dans les villes, parce que dans ces villes-là, il y a des usines. Ok? Donc, dans les usines, ils peuvent facilement trouver de l'emploi, alors amasser une certaine fortune pour changer leurs conditions d'existence. Donc, ils vont être utilisés en tant qu'ouvriers dans les usines, n'est-ce pas, qui sont les propriétés des bourgeois. Bien. Maintenant, en plus, l'une des conséquences sociales de la révolution économique du 19e siècle, alors, c'est bien évidemment l'essor des villes et l'exode rural. Donc, les villes que nous allons citer existaient bien évidemment, mais vont connaître, n'est-ce pas, un essor, c'est-à-dire un progrès en matière, n'est-ce pas, de peuplement. Et ces villes-là vont s'étendre, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, des milliers de kilomètres, avec l'implantation des usines et avec, n'est-ce pas, le flux massif des ruraux. Est-ce que vous comprenez? Donc, vers ces villes-là, qui sont devenues des nouvelles destinations pour les populations, n'est-ce pas, déshéritées des campagnes. Ok? Bien. Donc maintenant, la révolution industrielle a été à l'origine des progrès urbains. Est-ce que vous comprenez? Alors, les villes telles que Birmingham en Angleterre, Manchester en Angleterre, Munich, n'est-ce pas, en Allemagne, Francfort en Allemagne, ok? Il y a même la ville de Chicago aux États-Unis. Donc, c'est à la faveur du progrès, n'est-ce pas, c'est-à-dire technique, c'est à la faveur de la révolution industrielle que ces villes-là vraiment sont devenues des villes les plus peuplées d'Europe, voire d'Amérique. Ok? Alors, pourquoi alors on a regroupé les industries dans les villes? Parce que, alors, ces villes-là, très peuplées, il y a beaucoup de ruraux, etc., vont devenir un marché de consommation. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de ruraux qui quittent les campagnes pour venir, n'est-ce pas, s'installer dans les villes où il y a beaucoup d'opportunités. Ok? Donc maintenant, alors, ces populations nombreuses-là vont constituer un marché intérieur de consommation. Et en même temps aussi, cette population nombreuse, alors, offre
conçu aussi une main-d'œuvre. Donc, il y a des travailleurs. Donc, c'est un réservoir de main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de travailleurs dans les villes. Raison pour laquelle, alors, ces villes-là sont devenues des villes très larges. Donc, il y aura ce qu'on appelle la formation des conurbations. OK? Un ensemble formé de villes et auxquelles, n'est-ce pas, les banlieues ont rejoint. OK? Bien, donc, nous avons aussi l'essor des villes, alors qui constitue l'une des conséquences sociales de la révolution, n'est-ce pas, économique du 19e siècle. Maintenant, une fois que ces villes ont vu les jours, donc le progrès urbain, c'est-à-dire l'urbanisation, le développement des villes, alors engendre beaucoup de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, voyons à présent les problèmes, n'est-ce pas, engendrés par l'urbanisation. Ok, maintenant, quels sont ces problèmes? Il y a les problèmes de ravitaillement. Donc, dans la ville, donc, il y a un problème, n'est-ce pas, de ravitaillement. Parce que, alors, les besoins en matières premières, ok, donc généralement, ces matières premières-là ne sont pas dans la ville, c'est hors des villes, à quelques milliers, n'est-ce pas, de kilomètres. Donc, maintenant, il y a un problème de ravitaillement, puisque c'est des villes très peuplées, donc il y a un problème de circulation. Ok, donc une fois que les villes aussi se développent, alors il y a aussi un problème de sécurité, surtout au niveau des banlieues. Problème de sécurité. Donc c'est ces nouveaux problèmes-là qui vont, n'est-ce pas, apparaître. Donc au 19e siècle, dans ces villes. Et dans les villes aussi, alors l'aspect des villes, n'est-ce pas, aussi est différent. Donc les villes, dans les villes, alors il y a des beaux quartiers, des quartiers résidentiels, des quartiers où il y a des hôtels, des restaurants, des immeubles, des boîtes de nuit, etc. Alors ces beaux quartiers-là sont occupés par des personnes riches. Vous comprenez? Donc c'est des personnes riches alors qui occupent. C'est comme, n'est-ce pas, à Bamako, il y a des quartiers, n'est-ce pas, résidentiels, des quartiers où vivent les ministres, les directeurs, etc. Ok, donc la cité du Niger, par exemple, la CI 2000, etc. Donc un pauvre ne peut pas vraiment avoir droit de cité là-bas. Donc c'est les riches, alors qui occupent ces endroits luxueux, somptueux, etc. Donc par contre, les quartiers populaires où il y a trop de bruit, on appelle les quartiers gourillants, et très animés, alors c'est des quartiers occupés, c'est-à-dire habités par les ouvriers. Et dans ces quartiers, la pauvreté, n'est-ce pas, la grande misère pousse les gens, n'est-ce pas, à être des consommateurs d'alcool. Donc il y a l'alcoolisme, n'est-ce pas, qui est l'un des problèmes de ces quartiers populaires. Il y a la débauche, c'est-à-dire la prostitution. Parce que la pauvreté, surtout les gens qui sont pauvres, alors qu'ils ont besoin de vivre. Maintenant, raison pour laquelle il y a certaines personnes, alors qui vont mettre l'accent, ou encore qui vont, n'est-ce pas, mener donc une activité qu'on appelle la prostitution pour avoir de l'argent. Donc il y a aussi la criminalité, donc le petit banditisme, donc aussi est fréquent, n'est-ce pas, dans ces villes, dans ces quartiers populaires. Si vous comprenez. Et il y a aussi l'insalubrité, c'est des quartiers très très sales. Des eaux usées sont partout, les ordures, n'est-ce pas, sont mal gérées, etc. Donc dans les villes, c'est comme ça. Donc les beaux quartiers sont utilisés par les riches, tandis que les quartiers populaires, n'est-ce pas, sont habités par les pauvres. Bien. Maintenant, nous avons aussi l'exode rural. L'exode rural, c'est l'une des conséquences sociales de la révolution économique. Alors auparavant, l'agriculture était au stade primitif. Donc les moyens de culture, n'est-ce pas, donc maintenant tels que la houe traditionnelle, la culture utilisée sur le brûlis, la jachère, etc. Maintenant, avec les progrès scientifiques, donc l'agriculture a été fortement mécanisée. Donc il y a eu l'introduction des machines dans la production. Bien. Maintenant, cela va avoir des conséquences, n'est-ce pas, en matière de la productivité, en matière, n'est-ce pas, de l'amélioration des rendements. Ok. Maintenant, c'est là qui sont riches, les grands propriétaires terriens, les grands bourgeois là. Ok. Donc,
qui détiennent plus de fortune vont pouvoir acheter des tracteurs, des moissonneuses, des batteuses, des produits chimiques, des engrais, etc. OK? Et ils vont moderniser leur agriculture. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, les petits paysans qui sont là, petits propriétaires, ou en ceux-là qui n'ont pas les moyens pour moderniser leur agriculture, dans les campagnes, alors n'ont pas d'autre choix que de quitter les campagnes pour venir tenter leur chance dans les villes. Et c'est ce qui explique ce déplacement massif des jeunes des campagnes vers les villes. Et c'est ce déplacement massif des jeunes, n'est-ce pas, vers les villes, alors qu'on appelle l'exode rural. L'exode signifie le déplacement, mais rural c'est la campagne. Qui effectue le déplacement? C'est des jeunes sans moyens, ne pouvant pas supporter la concurrence, des grands propriétaires, des gens qui ont les moyens de moderniser leur agriculture, et avec aussi, n'est-ce pas, les problèmes financiers, donc quittent les campagnes pour venir, n'est-ce pas, s'installer dans les villes où il y a plusieurs opportunités. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle l'une des causes de l'exode rural, il y a l'industrialisation, donc le développement des industries dans les villes. Parce que dans les industries, il est facile d'avoir de l'emploi. Tu peux travailler, n'est-ce pas, pour avoir beaucoup d'argent. Et, n'est-ce pas, pour changer aussi ta condition de vie. Ou bien. Maintenant, nous avons aussi la croissance de la population. Donc, une fois que la population, n'est-ce pas, augmente dans les campagnes, donc il y a aussi de nouveaux besoins. Mais dans les familles pauvres, donc les habitants ou les membres de la famille, n'est-ce pas, deviennent de plus en plus nombreux, alors que vraiment, on n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à ces besoins immenses, besoins en termes de nourriture, besoins en termes d'alimentation, besoins en termes, n'est-ce pas, d'éducation, etc. Alors les gens quittent les campagnes pour venir s'installer dans les villes. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la mécanisation de l'agriculture. Comme je l'ai dit, donc les paysans ne pouvant plus supporter la concurrence des grands propriétaires terriens, donc avec la misère, la grande pauvreté, n'est-ce pas, quittent, n'est-ce pas, donc les campagnes au profit des villes. Bien, donc voyons maintenant les conséquences de l'exode rural. Donc l'exode rural, c'est le déplacement massif des jeunes des campagnes vers les villes aussi, donc a de nombreuses conséquences. Bien, donc regardez, donc il y a les conséquences non seulement dans les zones de départ, c'est-à-dire dans les campagnes, il y a des conséquences là-bas, mais aussi il y a des conséquences dans les zones d'arrivée, c'est-à-dire dans les villes, qui constituent les nouvelles destinations. Est-ce que vous comprenez? Bien. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'exode rural dans les zones de départ, c'est-à-dire dans les campagnes? D'abord, ça crée le dépeuplement, parce que ce sont les bras valides là qui quittent donc les campagnes vers les villes. Donc cela va donc avoir comme conséquence la dépopulation, n'est-ce pas, de ces campagnes. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, une fois que ces bras valides quittent, cela va avoir aussi un impact sur les productions agricoles. Donc il y aura une baisse de la production agricole suite au départ des bras valides. Il y aura la paupérisation, n'est-ce pas, des campagnes. Donc les gens ça va augmenter la pauvreté. Et en même temps aussi, il y aura la famine, parce qu'il y aura une pénurie alimentaire. Si c'est les jeunes qui doivent travailler la terre et qu'ils quittent ces terres-là au profit des villes, donc il y aura manque de nourriture, il y aura la famine. Maintenant, dans les zones d'arrivée, se produit le surpeuplement. Maintenant, c'est le contraire. Déjà, les villes alors sont peuplées et il y aura une masse de population aussi qui sera ajoutée à cette population-là. Donc, il y aura un surpeuplement. Donc maintenant, les villes seront surpeuplées. Et il y a des problèmes aussi dans les villes. Donc, l'exode rural va augmenter, c'est-à-dire accroître les problèmes, n'est-ce pas, au niveau aussi de ces villes. Donc, il y aura l'accroissement des problèmes urbains. Maintenant, quels sont les problèmes des villes? Il y a le problème logement.
Donc dans les villes, il y a un problème de logement qui se pose. Donc une fois que ces ruraux vont venir, donc, alors il y aura aussi un accroissement de ces problèmes urbains, c'est-à-dire qui constituent le logement. Il y a aussi l'insalubrité. La plupart des gens qui viennent, alors, ne savent pas les conditions hygiéniques des villes. Donc maintenant, avec l'usage, et avec aussi la gestion des déchets solides, donc il y aura aussi le problème d'insalubrité qui sera accru. Donc il y aura aussi le problème d'insécurité. Il y aura l'insécurité dans les villes. Là, c'est comprenez. Bien. Maintenant, en conclusion, chers élèves, on peut dire que la révolution économique du 19e siècle a profondément transformé la société européenne au 19e siècle. Et cette révolution économique, n'est-ce pas, donc, va aussi permettre le changement des mentalités. Donc, les mentalités vont évoluer. C'est la raison pour laquelle les gens vont tabler sur le libéralisme politique, la liberté, n'est-ce pas, politique. Si la monarchie, était une monarchie absolue, mais avec la révolution économique, la révolution des mentalités, donc les gens vont se battre désormais pour l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, avec la préservation des droits, n'est-ce pas, de l'ensemble des citoyens. Donc il y aura aussi le libéralisme, n'est-ce pas, économique. Vous comprenez? Donc la liberté d'entreprendre, l'initiative privée, en même temps aussi la libre concurrence. Donc il y aura ce qu'on appelle des changements sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan religieux. Et c'est aussi cette conséquence religieuse-là, alors qui débouche sur la scission, la division de l'Église. Si l'Église catholique, n'est-ce pas, donc était la seule Église qui prévalait, mais à partir, n'est-ce pas, du 19e siècle, donc il y aura l'avènement de l'Église protestante. Là, vous comprenez. Donc il y a des gens aussi, alors qui vont se désolidariser de cette Église, alors pour fonder à côté, pas une nouvelle religion, mais une seconde Église, pour restaurer, d'après eux, alors l'enseignement de Jésus, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, les sacrements ne sont pas les mêmes. Donc, selon que l'on soit de l'Église catholique ou protestante, et en même temps aussi, la façon de s'adresser à Dieu aussi, alors, diffère. Donc, chers élèves, nous voilà au terme de ce cours qui porte sur les conséquences sociales de la révolution économique. Donc, on a dit que la société a été divisée en deux classes. Il s'agit de la bourgeoisie et du prolétariat. Donc, il y a aussi l'essor des villes. Donc, des villes aussi sont développées de par l'industrialisation. Et parmi ces villes, nous avons Birmingham, Manchester, nous avons Francfort, nous avons Munich. Donc, il y a aussi l'exode rural qui constitue l'une des conséquences sociales de la révolution, n'est-ce pas, économique du 19e siècle, qui a aussi des conséquences dans les zones de départ qu'on a vues et dans les zones d'accueil. Bien. Maintenant, pour vous occuper toujours à la maison, donc, traiter ces sujets-là que nous avons proposés. Bien. Maintenant, en petit 1, donc vous allez définir les termes et expressions suivantes. Donc vous allez définir d'abord les conséquences sociales. Qu'est-ce que c'est? La bourgeoisie, le prolétariat, l'urbanisation et l'exode rural. En petit d, énumère les sous-classes de la bourgeoisie. En petit 3, enfin, explique les conséquences de l'exode rural. Merci, chers élèves, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés et à la prochaine.